العوايد ديال لسان وقاس comme à son accoutumé يلا سلسلة دولة يسجل دولة أسري دياوين في أما فون جالن أما فون زروي أما في مشوها في سنتال يمخلفن أسا نختار إيوا كان أدنوي Zahari Lepter. Donc aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Zahari Lepter pour nous parler de son dernier roman édité à l'édition Al-Ibrez, dirigé par Madame Oulpsir, c'est ça? Voilà, donc Madame Oulpsir qui va donner un mot sur justement son édition et présenter un peu l'ouvrage. Madame, bonsoir et soyez les bienvenus. Bonsoir à tous. Zoul, merci beaucoup. D'abord, merci de l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Je me présente, c'est Selmena Ben Brice Oulbser. Je suis la responsable de la maison d'édition Ibris. Je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de moi. Ceux qui sont sur Facebook et connaissent un peu mes coups de gueule surtout, plus que des coups de cœur, me dit notre collègue. Mais c'est vraiment des coups de gueule qui viennent sur la base du vécu sur le terrain de l'édition. Donc je suis ravie d'être parmi vous. Je sais qu'il était prévu que je vienne pour le 8 mars, pour une rencontre, mais malheureusement ça ne s'est pas fait pour des raisons interne, et j'espère pouvoir venir pour parler plus longuement de ma maison d'édition. Je sais que vous n'êtes pas venu pour écouter Madame Oulpsir parler de l'édition, mais plutôt vous allez la faire parler de Hizia. Ma maison d'édition, elle date de 2012. Je suis dans l'édition depuis quand même plus longtemps que cela. D'ailleurs, la Claire pourrait dire un mot parce que nous sommes un peu... on a suivi le même parcours dans l'édition, entre le privé et le public, avant de lancer ma maison d'édition en 2012. Donc c'est une maison d'édition généraliste qui essaye de toucher un peu à tout, histoire, roman, conte pour enfants. D'ailleurs, je fais un petit conte qui a reçu un prix, donc je suis contente, mais je ne veux pas trop m'aventurer dans le... Je considère que c'est une responsabilité vraiment énorme, la littérature jeunesse. Donc l'histoire, j'ai un goût, un penchant particulier pour les essais d'histoire et j'en ai quelques-uns. Le dernier en date, c'est celui sur... donc il y a eu un congrès sur les assises du congrès de la Soumam. Donc c'est un congrès international qui s'est fait par le Forsem au niveau d'Al-Fadou. Donc j'ai publié il y a quelques mois les assises de ce congrès. Donc il y a eu une intervention de beaucoup d'historiens algériens et français, entre autres Gilbert Mélier, Gilles Manseran, Tahar Khedfoun, Belhaïd Abban, etc., Delila Edjoudi, etc. Et donc la poésie, j'ai touché un peu à la poésie à travers un petit livre sur Momo, le poète de la Casbah. Et donc voilà, c'est vraiment, je vais un peu... copié sur Zahari qui était mon directeur avant d'être mon auteur et qui disait c'est l'éditeur des coups de cœur. Donc vraiment c'est ça aussi, hein. J'ai dit des choses qui me tiennent à cœur. C'est pas forcément des livres qui vont faire le buzz, c'est pas des best-sellers peut-être qui n'ont pas attiré forcément beaucoup de monde, mais moi je sais qu'il y a tout le temps des messages qui sont véhiculés dans ces livres et donc voilà, j'espère que vous serez touchés par un ou deux. Pour revenir à l'Apter qui était aussi mon directeur avant d'être mon auteur, donc je le redis encore une fois, je suis ravie de publier son roman magnifique, donc c'est l'histoire de Hizia, pour changer un peu de l'histoire peut-être un peu, je dirais pas ennuyeuse, mais peut-être qu'on a besoin aussi dans ce monde de brut qui nous entoure, de parler un peu de poésie, d'amour, etc. Donc quand il m'a sollicité pour l'histoire de Hizia, j'imagine que beaucoup de gens connaissent, peut-être notre génération, mais pas forcément les jeunes. Donc c'était une manière de dire, et Zahari va parler mieux que moi, pour dire qu'il y a aussi, c'est-à-dire que notre pays a connu et connaît et connaîtra encore l'amour, il n'y a pas que la violence, il n'y a pas que voilà, tous les problèmes que nous vivons au quotidien. Nous avons eu et nous continuons à avoir aussi nos histoires d'amour et de belles choses et de la poésie, etc. Donc je suis ravie d'avoir publié ce livre qui a quand même eu un bon écho. Et j'espère qu'il va intéresser peut-être des réalisateurs parce qu'il y a eu un film qui a été réalisé par Hazoli, je pense, dans les années 70.
Hazourli, je pense, dans les années 70, mais vraiment, c'était quand même un petit essai, mais l'histoire de Hizia vaut vraiment, d'autant plus que ce qui intéresse les jeunes actuellement, peut-être la lecture un peu moins, peut-être que à travers un film, cette histoire va susciter leur intérêt. Donc voilà, je suis ravie d'être l'éditrice de Hizia, Princesse d'amour des Ibans, et je laisse la parole à M. Zahari qui va en dire plus. Merci beaucoup d'être venu, et puis au plaisir de vous revoir pour vous parler plus longuement des déboires de l'édition et des bienfaits de ce qu'on peut procurer comme lecture. Merci beaucoup. Ok, madame, merci beaucoup. Ça sera avec plaisir notre forme au programme un truc pour parler des problèmes des éditeurs. Et la plupart, malheureusement, le marché des livres est devenu comme un marché des légumes. Maintenant, on va appeler le Azhari Docteur pour avancer. Voilà. Je ne sais pas si je vais dire un mot sur Azhari Docteur. Moi, bon, Azhari Docteur, je les connais, ça fait depuis presque le début de Facebook, une dizaine d'années. On se connaît sur le monde virtuel. On se connaît, on se partage. Je sais qu'il est poète, c'est un grand poète. Il a une quinzaine de recueils de poésie et d'essais. C'est un féministe, c'est un démocrate, il fait partie de la famille qui avance. Hizia, la princesse d'amour des Ibans, et son premier roman. C'est une histoire d'amour entre Hizia et Sayed qui a eu lieu dans le sud algérien, à Sidi Khaled, pas loin de Biskra. Une manière de dire qu'en Algérie, il y a des histoires d'amour, on s'aime. Hizia et Sayed, c'est comme Qais et Leïla, c'est comme Juliette, Roméo et Juliette. Je ne vais pas dire plus, je vais laisser Azhari Docteur nous dire un peu plus et nous faire voyager à travers la poésie et l'amour. À vous la parole, monsieur. Azouflaoun, Messar Khir. Avant de commencer à parler de ce qui m'a amené à écrire cette histoire et ce que raconte cette histoire, permettez-moi tout d'abord de vous dire, mais du fond du cœur, très sincèrement, que je suis heureux, mais vraiment heureux, pas content, je dis bien heureux de me retrouver avec vous ici, dans ce café littéraire d'Auras, qui pour moi est un symbole très très fort. Ce n'est pas le symbole des rencontres culturelles et littéraires seulement, pour moi c'est un lieu de lutte et c'est un lieu de résistance. Et j'ai toujours été parmi ceux, dans les moments y compris difficiles, j'aurais aimé évidemment être ici physiquement, j'avais des empêchements à l'époque, mais je suis de très près et je suis très content d'être dans le lieu où on a décidé qu'on ne pouvait pas interdire la culture dans le lieu où on n'a pas besoin d'autorisation pour parler de culture. C'est pour moi quelque chose de très très fort parce que moi qui fréquente depuis quelques années déjà pas mal de cafés littéraires, c'est la première fois que je viens à Auras, mais qui aussi fréquente les racontards depuis 3-4 ans, je ne cesse de dire que ces initiatives culturelles et ces initiatives littéraires sont des exemples qui devraient être suivis et qui devraient inspirer d'autres gens dans toutes les wilayats de ce pays afin que d'autres racontars SM, d'autres cafés d'Auras SM, que d'autres racontars fleurissent et que d'autres cafés littéraires d'Auras fleurissent. Parlons du Vietnam, si mes souvenirs sont bons, Che Guevara, avant sa mort, avait dit que 1000 Vietnam fleurissent. Ben, aujourd'hui, moi je paraphrase Che Guevara en disant simplement que 1000 cafés d'Auras fleurissent, que 1000 racontars fleurissent. On en a vraiment besoin dans ce pays. Permettez-moi de remercier tout le public qui est présent. Je suis vraiment touché par le fait que vous vous soyez déplacés pour m'écouter parler de ce roman et de cette histoire. Et je voudrais remercier de manière particulière tous les membres du Café littéraire d'Auras
et en particulier mes amis Azzeddine et Hafid, qui a eu d'ailleurs la gentillesse et l'indulgence de m'accorder, enfin de me poser la question, si je puis dire, de me soumettre à la question plus exactement, puisque je lui avais accordé un entretien qui est paru dans le journal La Cité il y a quelques semaines, quelques jours de cela. Un très bel entretien avec double page intérieure, etc. Donc je le remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est malheureusement la culture, comme l'édition dont parlait Samira tout à l'heure, rencontre beaucoup de difficultés et rétrécissent comme peau de chagrin. Partout, la culture est considérée comme la 5e roue de la charrette. Et très souvent dans les journaux, et mes amis journalistes le savent, je l'ai été pendant des années, ça a été mon principal métier pendant très longtemps, savent que quand il s'agit de sacrifier pour la publicité des pages, à l'époque de l'embellie, aujourd'hui nous sommes en pleine crise, il y a très peu de pages de publicité pour les journaux, au contraire, il y en a qui commencent à disparaître. La première page qu'on sacrifie quand on a trop de publicité et qu'on veut passer toute la manne publicitaire, c'est celle de la culturelle. Et j'ai assisté plusieurs fois à ce drame en tant que chef de rubrique culturelle dans plusieurs journaux. Donc, ouvrir ces espaces, multiplier les lieux de culture, c'est aujourd'hui absolument capital. Et je te dis merci, je te dis vraiment merci, je dis merci aussi à Azzeddine. Et si vous permettez, avant de commencer, je voudrais dédier ce café, surtout que c'est mon premier ici, à une personne, une sœur, que vous connaissez, qui est avec nous dans la salle, et parce que c'est un espoir, elle fait partie de la jeunesse et de l'espoir de ce pays. En la regardant, on peut imaginer ce que peut être l'Algérie de demain. En tout cas, c'est l'Algérie dont je rêve, moi, que je vois en tant que poète. Elle ne peut être que comme ça, belle et cultivée et ouverte et d'un seul mot magnifique, quoi. Et cette personne est avec nous dans la salle et aujourd'hui c'est son anniversaire. Je vous demande donc d'applaudir Ranida, à qui je vous dis. Qui est une fidèle du café littéraire et voilà, joyeux anniversaire Ranida. Et puisse l'Algérie te ressembler un jour. C'est celle-là dont nous rêvons. Et merci d'exister. Il faut travailler vraiment. Il le faut. Nous sommes là pour ça. Voilà, la première il y a beaucoup de questions que moi-même je me pose sur cette histoire. On a commencé à en parler avec les amis dans le bureau et je pense que j'ai autant de questions que je me pose que vous en avez vous-même. Donc je vais essayer de vous dire pourquoi d'abord, parce que c'est la grande question pour moi, pourquoi j'ai décidé d'écrire cet ouvrage, et ensuite essayer d'ouvrir des pistes de réflexion qui nous permettront de débattre, parce que le plus important, c'est pas ce que je suis en train de dire, ce que je vais dire, mais ce que nous allons dire ensemble, parce que le plus important pour moi, c'est l'échange et le débat, et non pas le fait de tenir la parole, déclamer des choses ou de dire des vérités, ce que je ne prétends pas du tout. Pourquoi j'ai écrit ce roman? Parce que simplement, cette histoire m'a fasciné depuis la première fois où j'ai entendu, adolescent, dans une ville du sud du pays d'où je suis issu, la Roide en l'occurrence, peut-être que certains d'entre vous connaissent. En tout cas, s'ils ne la connaissent pas, je peux leur dire simplement que c'est de là que viennent quasiment toutes les richesses de ce pays. Parce que c'est là-bas qu'il y a le champ de gaz de Hassirmet. Et pas trop loin, dans la wilaya de Ouargla, la ville de Ouargla, donc les champs de pétrole de Hassim Soud. Donc ce sont ces deux puits, le pétrole et le gaz, plus le gaz que le pétrole, qui font que nous puissions tenir dans ce pays. Parce que c'est ça, tenir. Sans ces deux champs, je ne sais pas ce qu'il serait advenu de l'Algérie, mais ça c'est une autre histoire. Donc tout jeune dans cette ville, mon père qui était très féru de radio, je devais avoir 13-14 ans, j'étais ado, mon père qui était très féru de radio, aimait beaucoup la musique, et la musique saharienne de manière particulière.
Et donc il écoutait beaucoup de deux grands chanteurs qui étaient adulés, c'est le mot au sud, c'est un Khalifa Ahmed et deux Babsa. Et ces deux chanteurs ont porté au nu, ont chanté cette histoire d'amour de Haziya, cette belle histoire d'amour. Et un jour, tout à fait par hasard, mon père était en train d'écouter la radio, la chaîne 1. Il n'y avait que ça à l'époque pratiquement qu'on captait. Il écoutait la chaîne 1 et à un moment, une chanson, j'étais dehors en train de jouer dans la cour et à un moment, des sons, une chanson, une mélodie a joué dans mon oreille. Et je me suis arrêté, je me suis approché de la chambre où était mon père, j'ai commencé à écouter et c'était la première fois de ma vie que j'ai entendu Abdelhamid Ababsa dire Haziya, Azumiya, Mlah fi Rais Lubnat, Sikne Taht al-Houd, Nari Mildiya, avec sa belle voix de stentor et avec cette mélodie lancinante du Aïe. Je crois que Milan Kundera, qui est un de mes auteurs préférés, certains d'entre vous en ont entendu parler, notamment L'insoutenable légèreté de l'être. Pour moi, c'est l'un des plus grands romanciers vivants, tchèque d'origine, mais qui écrit en français, puisqu'il vit en France, dit cette phrase, il dit « J'ai toujours dit que les métaphores sont dangereuses. J'ai toujours dit que les métaphores sont dangereuses. Et l'amour commence toujours par s'inscrire dans notre mémoire par une métaphore, et cette métaphore peut être le nom d'une femme. » C'est ce que dit Kundera dans L'insoutenable légèreté de l'être. Très très belle phrase, très belle citation. Je pense qu'à ce moment-là, à 13-14 ans, Haziya s'est inscrite en tant que métaphore dans ma mémoire. Et je pense que ce jour-là, je suis tombé amoureux de Haziya. Évidemment, en écoutant la chanson, je ne comprenais pas ce que disait le poète. Même si je suis ici d'une région arabophone où je maîtrisais assez bien l'arabe pour pouvoir comprendre, il faut savoir que le poème, évidemment, est écrit en arabe dialectal, et même si c'est arabe, on le parlait, c'est un arabe quand même de la fin du 19e siècle, et certains termes ou certaines formules sont difficiles d'accès. Donc il a fallu du temps, en écoutant et réécoutant cette chanson, que je puisse petit à petit rentrer dans le sujet du poème, rentrer dans cette histoire et commencer à comprendre l'intérêt de cette histoire, son importance et son audace. Et plus tard, évidemment, je me suis intéressé à cette histoire et j'ai découvert d'autres histoires. J'ai découvert en fait que notre pays était plein de belles histoires d'amour. Et une d'abord, elle est issue de ma propre vie. C'est celle qui a eu lieu entre un poète, un immense poète, de la Gouette qui s'appelle Abdallah Ben Kerriou. Et le nom d'Abdallah Ben Kerriou est indissociable du nom de la ville de la Gouette, tout comme la Gouette est indissociable du nom d'Abdallah Ben Kerriou. C'est comme si on parlait de c'est du café littéraire. Ils sont liés organiquement. Et dans cette ville s'est passé, vers le début du XXe siècle, une très belle histoire d'amour, contrariée, comme toutes les grandes histoires d'amour, contrariée, entre ce poète qui s'appelle Abdallah Ben Kerriou et une femme d'une grande tante, une grande tribu de nomades qui s'appelle Fatna, tout simplement. Fatna Zanouniya, parce qu'elle appartenait à la grande tribu des Zanoun, qui était une sorte de qiyad, des qaïd. Et Abdallah a vu cette femme un jour, une seule fois il l'a vue, et il en est, comment dire, il est tombé à l'envers, pour ne pas utiliser un autre terme, il en est tombé amoureux. Il n'a cessé de la chanter dans ses poèmes. Curieusement, Abdallah Ben Kerriou n'a chanté dans toute sa poésie que l'amour. Il n'a jamais fait autre chose que l'amour. Contrairement à Mohamed Ben Guiton, qui lui est soufi, qui lui est religieux, très pratiquant, et qui lui n'a écrit que des poèmes médères, que des poèmes à la gloire du prophète. Et le seul poème avec lequel il a dérogé, c'est celui de Haziya. Et l'ironie du sort, j'allais dire, moi je dirais c'est quelque chose d'heureux, c'est ce poème qu'il a immortalisé. C'est le poème de Haziya qui a immortalisé Mohamed Ben Guiton, alors qu'Abdallah Ben Kerriou avait chanté, donc, avait écrit que des poèmes d'amour à la gloire de Fatna. Et l'idée c'était d'écrire cette histoire. Je disais tout à l'heure à mes amis qu'une amie à moi qui est de Blida et qui a vécu à la Gouette pendant un certain temps en tant qu'enseignante de français
a découvert cette belle histoire et a décidé de la romancer. Elle l'a écrite d'ailleurs sous forme de roman qui a été publié aux éditions Casbah. Je vous le recommande, ça s'appelle La Belle et le Poète et c'est une très belle histoire d'amour, celle dont je viens de vous parler. J'aurais aimé écrire cette histoire, mais bon, elle a été écrite, on ne va pas la réécrire 2 fois. Je souhaite qu'elle soit portée au cinéma un jour. Après, Haizia a continué de me travailler de l'intérieur. J'ai pensé à plein de choses. Moi, je ne suis pas un romancier, je le dis de manière très claire. J'ai fait plusieurs tentatives d'écrire des romans, mais qui n'ont jamais abouti, donc j'ai arrêté. Je préfère la poésie, je préfère les flashs, je préfère... voilà, c'est ce que j'appelle une étincelle de silex. Ça me touche comme ça brille. Voilà, c'est ce flash qu'on a, c'est ça la poésie. Ou c'est un flash, ou c'est pas de la poésie. Et je me suis dit un jour... si je devais écrire un roman, ça ne peut être qu'une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour ne pouvait être que celle-là, après celle d'Abdallah bin Karim que j'ai évoquée. Et là, j'ai commencé très sérieusement à travailler sur la question. D'abord sur le poème lui-même. Je travaillais le texte lui-même. C'est-à-dire rentrer dedans, essayer de comprendre, d'expliquer les mots, d'expliquer les phrases, d'imaginer la situation de l'époque et ainsi de suite. Une fois que j'ai, maîtrisé le poème, que j'ai traduit d'ailleurs de l'arabe populaire au français, parce qu'il y a eu plein d'autres traductions, elles sont dans le livre, mais elles ne m'ont pas satisfaite du tout, parce que j'ai toujours trouvé que cette traduction était très littéraire. Je voulais une traduction poétique. Je me suis dit qu'en tant que poète, j'avais plus de disposition pour traduire un autre poète que des gens qui ne sont pas des poètes. Bon, je l'ai traduit, après c'est pas moi qui décide si ma traduction est meilleure que celle des autres ou non. Mais la traduction du poème m'a permis de le maîtriser, de rentrer dedans et de le comprendre, j'allais dire, en profondeur. Une fois que ce travail d'appropriation, parce que c'est de ça qu'il s'agit, fait, j'ai commencé à travailler et c'est posé à moi évidemment, comme n'importe quelle personne qui veut écrire un roman, la question de la structure, la narration et la structure. Parce qu'un roman, c'est quoi? Tout c'est raconter une histoire. Il était une fois. Puis je termine, heureuse ou malheureuse, ouverte ou pas ouverte. On a tous lu des romans, j'en ai lu des milliers. Je me suis dit, il faut que je trouve la structure. Et en fait, en revenant au poème, je me suis dit, mais la structure elle est là. Il n'y a rien à chercher. Elle s'impose d'elle-même au romancier. Et cette structure, c'est celle de la ashaba. C'est celle de Rihlat al-Shita au-Sayf. C'est celle de la transhumance. C'est celle qui fait que les caravanes partent du sud vers le nord à l'approche de l'été, restent pendant tout l'été, une partie de l'automne, et à l'arrivée de l'automne rentrent dans l'autre sens, c'est-à-dire descendent du tel ou des hauts plateaux ou des terres abrées, comme c'est le cas à Sétif l'Alma, et redescendent vers le sud. C'est ça, c'est ce va-et-vient entre le Sahara et le tel millénaire qui a toujours été là, depuis les temps les plus reculés, avant même l'arrivée des Arabes et avant même l'arrivée de l'islam dans ce pays, et ce mouvement des Ashaba a toujours existé. Et je me suis dit, mais c'est ça la structure. La structure, c'est celle-même de la caravane. La caravane, c'est la narration. La caravane, c'est le rythme. Et les haltes de la caravane, eh bien, ce sont les chapitres. Et en faisant les recherches pour retrouver les traces de la caravane, parce que c'est très rare de trouver, c'est compliqué, ça a disparu aujourd'hui, il n'y a plus les points d'eau, il n'y a plus, certains noms de villes n'existent plus, ont été remplacés par d'autres, etc. Si on suit la structure du poème de Benguitoun, on va trouver par exemple que la caravane de Haizia s'attribue camper à Aïn Ezel, c'est dans la wilaya de l'Alma, dans un lieu qui s'appelle la wilaya de Sétif, près de l'Alma, oui. Dans un endroit qui s'appelle exactement Bazar Sakhra, qui est une sabra, Bazar Sakhra. Donc c'était leur lieu de halte. C'est là qu'ils campaient pour 6 mois. Et une fois que c'est terminé le marché, enfin tout le travail qu'il y a à faire, ils revenaient, ils redescendaient de l'autre sens. Donc ce que Benguitoun nous raconte, c'est l'histoire inversée. Ce n'est pas en partant, mais en revenant. Donc ils sont à Bazar Sakhra, ils vont démarrer. La caravane va démarrer, elle va faire des étapes. En faisant les recherches, évidemment, j'ai trouvé qu'une caravane, normalement, fait une étape de 30 à 35 km, maximum 40, mais en général, c'est 30 km par jour. En partant très très tôt à l'aube pour éviter le soleil, et généralement, ils arrivent en fin d'après-midi, à Maghreb, disons. Elle traverse la Khor, elle campe, elle passe la nuit dans une halte, et elle repart le lendemain à l'heure.
En retrouvant les traces de la caravane, j'ai retrouvé qu'il faisait un parcours entre Sidi Khaled et Bazar Sakhra, ou Bazar Sakhra et Sidi Khaled, un parcours de 240 km exactement. J'ai vérifié en voiture, puisque j'ai refait la route, ville par ville. J'ai revu, aujourd'hui, heureusement, on a une technologie qui nous permet de faire des choses extraordinaires. J'ai redessiné la carte avec Google Maps. Je partais d'un point, j'allais vers l'autre, je redescendais, à chaque fois je tombais sur les 240 km exactement que faisait la caravane, à raison de 30 km par jour et à raison de 8 étapes. 8 ou 9, moi j'ai choisi 8 étapes parce qu'il y en a une que je n'ai pas retrouvée, le village a disparu, donc il y a 8 étapes. Mais j'ai fait passer 2 nuits à Mdoukel, dans la wilaya de Betna, pour tomber juste sur les 240 km parce que, comme on dit que le roman c'est la fiction, c'est une histoire évidemment, c'est le vraisemblable. Mais ici, il s'agit d'un roman historique, donc les faits historiques doivent être étayés. Il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire, écoutez, j'ai vérifié, votre itinéraire n'est pas bon, il faut que ça soit sûr. Donc tout ce travail a été réalisé et j'ai suivi la caravane dans le sens inverse, du Bazar Sakhra, Ain Azal, Mdoukel, Mdkaouek, tout ça vous le retrouvez dans le poème que vous l'écoutez, on descend, Sidi Saïd et ainsi de suite, et on arrive à l'Oued Itel, donc à quelques kilomètres de Sidi Khaled, donc de la wilaya de Biskra, à 80 km, 100 km de Biskra, à Oued Itel, il s'appelle comme ça Oued, je fais des recherches, j'ai retrouvé, et à l'endroit donc où cette jeune femme de 23 ans va trouver brutalement la mort, puisqu'elle va disparaître à 23 ans. Et ce que j'ai trouvé de beau, je dis toujours, j'utilise cette expression, cette histoire, dans sa tragique splendeur, elle est splendide par son tragique. Parce que les histoires qui nous touchent, en général, sont les histoires qui finissent mal, qui sont de l'ordre de la tragédie. Si Haizia était rentrée à elle tranquillement à Sidi Khaled et s'était mariée avec Saïd ou avait continué leur vie tranquille de femmes et de maris après leur mariage, avant le départ, puisqu'on dit qu'ils s'étaient mariés juste un mois avant qu'elle ne meure, l'histoire aurait disparu dans les méandres de l'histoire, n'aurait intéressé personne parce que ça devient classique. Des histoires d'amour comme celle-là, on en vit tous. Tous les jours, tout le monde vit des histoires comme ça. Celle qui nous touche, c'est justement celle-là. Celles qui nous font tomber les larmes, il faut dire la vérité. C'est celles qui nous font pleurer. Pleurer les hommes et les femmes dans les chaumières. C'est les histoires qui finissent de manière tragique. Et l'histoire de Haizia finit de manière tragique puisque, au retour, elle va se trouver mal et elle va mourir très très vite, à l'âge de 23 ans. Donc au printemps de sa vie, dans toute sa splendeur, sa beauté, etc. Il est évident que l'histoire ne nous serait jamais parvenue si un grand poète, à ce moment-là, était là et parce qu'il a vécu l'histoire lui-même, parce que, comme on dit, l'amant ou le mari de Haizia lui aurait demandé, parce qu'il était brisé, c'est le mot exact, il était brisé après sa mort, lui aurait demandé d'immortaliser Haizia. Et Ben Guitoun va écrire en 2 parties cette histoire, le poème. La première, elle est consacrée à Haizia, vous la connaissez, comme Strazuni Yamlah, console-moi au bon Dieu, fait la de la reine des perles qui est morte, etc. Donc il nous narre cette histoire et il l'arrête à un moment donné, il la reprendra après la mort du cheval de Saïd. Parce qu'on dit que Saïd, après la mort de Haizia, est devenu inconsolable, ce qu'on peut comprendre, et est allé dans le désert errer sur son cheval jusqu'à ce que son cheval trouve la mort. Après, c'est une autre histoire. Il reprend le poème là où il s'est arrêté et il va faire l'éloge, ou l'élégie plutôt, de la mort du cheval de Haizia. Vous savez très bien, vous n'êtes pas sans savoir que pour les Bédouins, 3 choses comptent, sont fondamentales dans la vie d'un Bédouin, sont sacrées. Comme la religion, plus que la religion, sont vraiment sacrées. On n'y touche pas. C'est la femme, évidemment, le cheval et le fusil. Ce sont les 3 attributs qui font qu'on est un homme, et ces 3 attributs, on ne les touche pas. Et quand Saïd a perdu Haizia, ensuite il a perdu son cheval, c'est comme si c'était un homme qui se retrouvait diminué, sans attributs.
Et Benguiton va chanter donc la suite, parce que Benguiton connaît la valeur du cheval et du fusil chez les Bédouins. Et il va compléter le poème qu'on a aujourd'hui, qui a été écrit un mois après la mort de Haizia, dans la période de l'Aïd el-Kbir, le troisième jour, si mes souvenirs sont bons, puisque ça, il nous le dit. Heureusement que les poètes, à l'époque, quand il écrivait, il datait, il disait qui a écrit, puisqu'il nous dit, c'est Flan ben Flan, qui a écrit à tel endroit, tel jour, de telle année. Il le dit en année égérienne, évidemment. Et nous avons un poème qui est daté, quand on fait les recherches, notamment quand on utilise les comparateurs entre les calendriers grégoriens et les calendriers égériens, on peut retrouver exactement la date de décès de Haizia, comme on peut retrouver les différentes étapes, on peut retrouver plein de choses. L'avantage que m'a offert le poème et qui m'a facilité l'existence, parce que peut-être sans le poème je n'aurais jamais écrit ce roman, c'est qu'au-delà des étapes, des haltes qui sont autant de chapitres, c'est que nous avons une description absolument précise, comme celle qu'on trouve dans la poésie anti-islamique notamment, les fameuses mu'allaqat, qu'on peut interroger dans le texte et savoir quel était le type de plante, quel était le type d'animaux, comment on se soignait, comment les descriptions des femmes, les descriptions des hommes, du cheval, des gazelles, etc. Dans cette tradition de la poésie qui remonte à l'époque anti-islamique, Benguiton est inscrit là-dedans. Hein. Donc il va nous décrire dans le détail la caravane, la composition, les différentes étapes, où il passait la nuit, etc., y compris les personnes, et notamment Haizia. Il va nous décrire sa chevelure, il va nous décrire son visage, il va nous décrire son corps, y compris en allant à l'intime, il va nous décrire, y compris les parties de son corps qui ont été, ou auraient été, tatouées par Saïd lui-même. Pas par des femmes, mais par Saïd lui-même. Ses poignets, ses chevilles, son front, ses poignets, sa poitrine, etc. Il a tatoué. Et ça le poète Benguiton le décrit dans le détail. Il nous le dit de manière très très précise et absolument sans aucun tabou. Donc l'ensemble de ces descriptions m'a facilité les choses quand j'ai voulu faire le portrait de Haizia. Parce qu'il fallait bien la décrire, cette princesse, cette femme qu'on disait absolument hors du commun, magnifique, mais dont on a mis tableau de peinture, des photos, puisque ça n'existait pas à l'époque, ou du moins on ne l'a pas photographié. En suivant, en imaginant, en ayant recours à la description de Benguiton et en faisant preuve d'imagination, on peut dresser le portrait de Haizia comme on peut dresser le portrait de Benguiton. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, parce qu'il fallait donner de la chair, comme on dit, à des images. Ce sont des images en hauteur, ce sont des fantasmes, il fallait donner de la chair. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Je dirais encore 2 ou 3 mots avant de m'arrêter. On m'a dit tu peux parler autant que tu veux. J'ai dit non, ce qui m'intéresse c'est de discuter. Et je n'irai pas au-delà d'une demi-heure. Je tiendrai parole, je suis à 30 minutes. Si j'ai oublié des choses, je les rajouterai. Malgré. Cette histoire était confinée dans les frontières, j'allais dire, de l'Algérie. Peut-être au-delà, un peu plus, au Maroc et en Tunisie. Le Maroc oriental est dans le bled Jérid, le pays du Jérid, donc la frontière avec l'Algérie, mais c'est tout. Ailleurs, cette histoire était une histoire inconnue. Je pense notamment au pays dit arabe, parce qu'elle est écrite en arabe. Le poème est écrit en arabe dialectal. Je ne parle pas du français, parce que le français a été traduit dès le début. Je dirais un mot de son ex, monsieur qui était un arabisant enseignant à Constantine, qui est arrivé à la fin du 19e siècle, qui est descendu à Biskra dans le cadre d'une mission et qui a découvert cette histoire. Et s'il existe aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il s'appelle Jean-Louis Sonnet. C'est grâce à lui que cette histoire a été sauvée, parce que quand il l'a entendu, ça l'a intéressé. Il a pris l'histoire, il l'a transcrite, pas lui. C'était un parfait arabisant, mais il l'a fait transcrire par quelqu'un. Nous avons le manuscrit. Et il l'a fait traduire immédiatement en s'aidant d'autres gens qui connaissaient. Et c'est cette version-là de Haizia
à la fois en arabe et dans sa première traduction française, il y a eu 2 traductions par lui, qui nous est parvenue, et c'est sur celle-là que nous travaillons. Est connu des spécialistes de la poésie populaire, amoureuse notamment de la fin du 19e, début du 20e siècle. Il suffit d'aller vers la revue africaine, vous avez plein de choses là-dedans. C'est une mine considérable que j'exploite sans honte pour mes travaux d'écriture. La revue africaine, c'est fantastique, il y a tout dedans. Sur toutes les régions d'Algérie, mais absolument toutes les régions d'Algérie. Et donc, Sonek traduit le poème, il nous parvient. Il aurait pu disparaître si, encore une fois, il ne s'est pas trouvé un chanteur qui a décidé de dire le texte, de le chanter. En fait, ils sont plusieurs, mais je parle du premier chanteur, qui est Khlifi Ahmed, qui est lui-même issu de la ville de Sidi Khaled, donc de la ville de Haizia. Va chanter le poème. On trouve sur YouTube toutes les versions, y compris la version chantée en kabyle, qui était magnifique également. Donc aujourd'hui, on a toutes les versions, y compris des versions modernes que j'aime moins, modernisées avec des instruments modernes. Je préfère le Aïe. La version kabyle, d'ailleurs, elle est faite sur le Aïe. Elle a respecté l'esprit et la lettre du poème et de la chanson. Et Khlifi Ahmed, en chantant Haizia, va la faire connaître en Algérie, au Maghreb, et y compris en France, puisqu'il va la chanter à l'Olympia. C'est peu dire. Il la chante à l'Olympia. À sa suite, d'autres chanteurs vont s'emparer de ce poème incroyable, 108 vers, très long. Et en fait, je précise juste, et je ferme la parole, ce n'est pas un poème d'amour, c'est une élégie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le chant de la mort. On dit, comment on dit déjà, Samira, en arabe Rita. Donc c'est un chant de mort, soit un chant où on fait l'éloge enfin on chante les morts, on hommage aux morts, soit c'est pour dire une grande souffrance, c'est-à-dire à la suite d'une déception amoureuse par exemple. C'est en ça que l'élégie est intéressante. Ben Guitton n'a pas écrit un poème d'amour, il a écrit une élégie. Donc d'autres personnes vont s'emparer de cette élégie. Je pense à Al-Hamid Al-Nabsa, je pense au chanteur moins connu, mais pour moi c'est la meilleure des versions, c'est Bara Amar. Il y a eu également la Yasser et bien d'autres vont s'emparer, faire connaître la chanson, et là elle va rayonner partout. Sauf qu'elle ne dépasse pas de frontières. Et c'est grâce à un poète palestinien qui est venu en Algérie en tant qu'enseignant en 1986 à l'université de Constantine, où il enseignait l'arabe dans le département d'arabe de l'université de Constantine, qui s'appelle Azedine Al-Manasra, qui est considéré c'est un autre grand poète qui le dit, je crois que c'est Mahmoud Darwish même qui le dit de lui, non, c'est Samir Al-Qassim qui le dit de lui. Il dit, Azedine Al-Manasra, c'est le Mayakovsky de la poésie arabe. Le Mayakovsky de la poésie arabe. Si on peut rendre un hommage à un poète, c'est bien celui-là. Mayakovsky, c'est peu dire. Et Azedine Al-Manasra entend parler à Constantine par ses étudiants, des enseignants, des amis, de cette belle histoire d'amour. Et il dit à ses amis, emmenez-moi dans ce pays où s'est passée cette histoire. Et il fait le déplacement sur Biskra, on dit qu'il s'est déplacé plusieurs fois, mais peu importe, il fait le déplacement, il va à Biskra, il reste quelques jours, il contacte plein de gens, il recueille plein d'avis sur cette histoire, et il va sur la tombe de Haizia, qui existe jusqu'à aujourd'hui, qu'on peut visiter. Elle est dans un cimetière qui s'appelle le cimetière des Dwaouda. Les Dwaouda sont les descendants des Beni Hillel. Donc, les Dwaouda ont leur cimetière. À l'intérieur du cimetière, il y a un carré, comme on en trouve au Père Lachaise par exemple, c'est des carrés de famille. Et ce carré-là, c'est le carré de la famille des Bouakez. Bouakez, c'est l'arrière-grand-père. On dit Bouakez parce que simplement il avait un Akez, il s'appuyait sur une canne. Quand il marchait, on lui a accolé le nom de Bouakez. C'est une famille de grands-tantes, des gens de grands-tantes, comme on dit. Et dans le carré des Bouakez, où ne sont enterrés que les Bouakez, on a la tombe de Haizia, la tombe de sa mère, la tombe d'un des Cheikh al-Arab de Biskra qui s'appelle Dabbah, et d'autres personnes qui sont dans ce 7 ou 8 personnes. Le Manasra va dans ce cimetière, s'arrête devant le tombeau de Haizia, s'incline devant le tombeau de Haizia,
Et selon les témoignages qui nous ont été rapportés par les personnes qui étaient avec lui, il aurait pleuré. Il aurait pleuré parce que non seulement l'histoire l'a touché profondément, mais parce qu'elle lui a rappelé sa propre histoire d'amour, parce qu'en 1975-76, pendant la guerre du Liban, son amoureuse, son aimée, sa muse, son inspiratrice, qui s'appelle Jafra, très beau nom d'ailleurs, a trouvé la mort dans les bombardements israéliens sur le Liban, 75-76. Et ça lui a rappelé Jafra, et il s'est mis à pleurer. De retour à Constantine, Azdin al-Nasra va écrire un très long poème, presque autant long que celui de Benguiton. Il doit y avoir, je suis sûr, les mêmes vers, en 8 vers à peu près, qui s'appelle pardon. L'amante des Bermudes troisième. Merci beaucoup, c'est exactement ça. C'est la traduction, j'étais en train de me rappeler le titre en arabe, plutôt Hayziya Ashiqat Redad al-Wah. Voilà, Ashiqat Redad al-Wah, effectivement, c'est Hayziya, l'amante de la brume oisienne. J'ai traduit le poème de l'arabe et le français parce que ce poème de Azdin al-Nasra, je le mets sur un pied d'égalité avec le poème de Benguiton. Il est absolument magnifique. C'est un poème écrit en arabe classique, évidemment, dans lequel Azdin al-Nasra lance un défi à Benguiton. Un défi poétique et un défi amoureux. Pourquoi j'ai parlé de Azdin al-Nasra? C'est simplement parce que Azdin al-Nasra a réussi à sortir cette histoire des frontières de l'Algérie et du Maghreb, et surtout de l'Algérie, et la faire connaître ailleurs, dans d'autres pays, comme le Liban, comme la Syrie, comme l'Égypte, partout, la Jordanie, partout où sont nés les poètes arabes, notamment les poètes palestiniens, parce que c'est eux les plus, Mahmoud Darwish, Samih al-Qasim, Azdin al-Nasra, etc. Ils sont connus, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Donc voilà, grâce à des troubadours, grâce à des chanteurs, grâce à des médahs, grâce à des poètes, grâce à ce que moi j'appelle des transmetteurs simplement, Hayziya nous est arrivé. Alors vous allez me dire, mais vous, qu'est-ce que vous venez faire là-dedans? Simplement, je me suis dit, c'est dommage qu'il y ait tant de belles histoires d'amour dans notre pays. Hayziya Saïd, Fatna ou Abdallah bin Karim, Simhandou Mhandou Souda, et il y en a plein, et qui ne fassent pas rêver nos jeunes, qui ne soient pas connus. Quand on évoque les grandes histoires d'amour, soit on fait référence aux Arabes, soit on fait référence aux Occidentaux, notamment les Français ou les Anglais. On dit Mejnoun Leila, Antar wa Abla. Chez les Hébreux, on dit Samson et Dalila. Belle histoire. On dit aussi voilà, Roméo et Juliette, Tristan et Isolde. Plus près de chez nous, on peut parler d'Aragon et d'Elsa, on peut parler d'Éluard et de Nuche, etc., etc., etc. Je me suis dit, mais pourquoi sommes-nous tenus de rêver, quand on parle d'amour, de rêver avec les histoires des autres? Même si je suis pour qu'on s'approprie ces histoires et qu'on les fasse siennes parce qu'elles font partie de l'universel. Pour moi, une belle histoire, c'est une histoire qui devient universelle. Mais nous avons des histoires qui sont dignes de l'universel, des histoires d'amour. Comment faire pour les faire connaître aujourd'hui aux jeunes? La poésie, très très peu. Ça, je le dis à mon grand désespoir, je suis avant tout poète, et je sais que mes lecteurs de poésie sur Facebook ou dans mes livres, ils doivent se compter, pas sur les doigts d'une seule main, mais ils ne doivent pas dépasser les 1000 personnes. C'est peu ça, c'est peu. Quand on pense que Ahlam Mstaghalmi, qui a écrit 3 romans, est la romancière la plus lue dans le monde dit arabe, la plus lue. C'est celle qui a édité le plus, celle qui est classée au top. Elle dépasse y compris Mahmoud Darwish. Imaginez 5 minutes que Ahlam Mstaghalmi aurait romancé l'histoire de Simhand ou Mhand ou Hayziya ou n'importe quelle belle histoire. Elle serait connue dans le monde entier, elle serait aujourd'hui l'équivalent de Tristan et Isolde, de Roméo et Juliette, de Mejnoun Leila, etc., etc. Voilà, je me suis dit, la poésie, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. Il n'y a pas beaucoup de lecteurs.
Voilà. Et surtout quand c'est de la poésie écrite dans nos langues populaires, en tamazight ou en arabe dialectal, où très peu de jeunes la lisent ou l'écoutent aujourd'hui. Et même quand ils l'écoutent, c'est pas évident qu'ils puissent en saisir le sens et le contenu parce que c'est difficile d'accès. Je vous ai dit que j'ai passé des nuits et des jours à rentrer dans ce texte, moi qui n'ai pas de souci particulier avec l'arabe. Je me suis dit, mais ça c'est le roman. Et si on romançait cette histoire, comme ce roman, certains d'entre vous, je suis sûr, l'ont lu, qui a fait pleurer dans les chaumières dans les années 70, mais moi j'ai pleuré en le lisant, à la fin, je suis arrivé à la fin, je vous assure que j'ai pleuré. C'est Love Story. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce roman. Love Story de Eric Segal. C'est l'histoire de deux jeunes étudiants américains, enfin une étudiante et un étudiant, Jennifer et Oliver. Lui appartenait à la classe aristocratique, bourgeoise. Elle venait d'un milieu très très pauvre. Ils se rencontrent à l'université, très jeune, elle a 23 ans, ou lui 24 ans, quelque chose comme ça. Bon, ils tombent amoureux l'un de l'autre et ils vont s'aimer. Et on a une histoire magnifique sur 200 pages qui s'appelle Love Story, simplement, histoire d'amour, et qui va se dérouler jusqu'à la fin, où Jennifer va être atteinte d'une maladie grave et guérissable et elle va trouver la mort, un peu comme Hazia, exactement. Et Eric Segal, dont c'est le seul roman, il a écrit un seul roman, Eric Segal, c'est Love Story, qui l'a rendu non seulement célèbre dans le monde entier, puisqu'il est traduit dans toutes les langues sans exception, mais qui l'a rendu riche, parce qu'il a vendu des dizaines de millions d'exemplaires dans toutes les langues, et comme le roman a été porté à l'écran, évidemment le monde entier a vu le film Love Story. Voilà, je me suis dit que moi je vais m'essayer à Hazia, mais si cet exemple-là pouvait inspirer d'autres auteurs, des écrivains algériens et des écrivaines, pour romancer d'autres histoires et parler de ce qu'on a beau dans ce pays, ce serait absolument une réussite, ce serait magnifique parce que nous avons vécu presque toujours dans les moments de douleur et de souffrance, dans les moments des blessures ouvertes par l'histoire, par les invasions multiples, alors qu'il y a tant de beauté dans ce pays, mais qui ne sont pas mises en valeur. À chaque fois qu'on évoque ces questions, soit on les évoque de manière frileuse, soit on n'ose pas aller jusqu'au bout pour dire. Il y a quelques années, j'avais écrit un petit livre qui s'appelle La cuillère et autres petits riens, où j'évoquais des souvenirs d'enfance dans mon oasis natale à la Guadeloupe. Et à chaque fois que j'intervenais dans une rencontre pour parler de ce petit livre qui s'appelle La cuillère et autres petits riens, et que les gens qui l'ont lu, à chaque fois qu'ils me rencontrent, me disent « Mais monsieur Labder, pourquoi vous ne faites pas de suite? Pourquoi il n'y a pas la suite de vos récits? On a 40 ans, ils sont tout petits, c'est même pas une page par récit. » Je leur dis, mais il n'y a pas de suite. La suite, c'est vous. Chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, je pèse mes mots, est unique en son genre dans cet univers, pas sur la planète, dans cet univers. Jusqu'au jour où on découvrira d'autres habitants sur d'autres planètes, ce n'est pas encore arrivé. Là on parlera d'eux. Mais jusqu'à ce jour, chacun d'entre nous et chacune d'entre nous est unique en son genre. Jamais, avant son existence, avant sa venue au monde, il n'y a eu quelqu'un comme lui. Jamais, après sa disparition, il y aura quelqu'un comme lui. Chaque être humain est unique, précieux et irremplaçable. C'est pour cela que j'ai dit, la suite de La cuillère et autres petits riens, c'est vous. Parce que vos petits riens à vous, vos histoires à vous, elles sont uniques et irremplaçables. Écrivez-les. Moi j'ai écrit les miennes, écrivez les vôtres. Il suffit de le vouloir, il suffit d'avoir évidemment maîtrise de la langue dans laquelle on écrit et de ne pas raconter les histoires de manière banale. La littérature, c'est pas ce qu'on raconte, c'est pas des propos de bar, c'est pas ce qu'on raconte dans un café. La littérature, c'est du travail, on bosse, on essaie de trouver les mots, les phrases qu'il faut, les métaphores. La littérature, c'est de la beauté. Et bien, c'est ça ce qu'il faut faire. Chacun écrit ses petits riens, chacun écrit sa Hazia, ou sa Haziyat, parce qu'il y en a beaucoup. Chacun simplement écrit son histoire d'amour, et ce serait absolument génial. Et à la fin de chaque intervention, après ça,
Il y a une histoire qui est dédiée à ma mère, parce qu'un jour, une revue française m'avait demandé, enfin, une éditrice française a eu l'idée de faire un bouquin en demandant à des écrivaines du pourtour méditerranéen, donc algériens, tunisiens, italiens, espagnols, français, etc., tunisiens, de dire leur père, c'est-à-dire des écrivaines, mais qui parleraient de leur père, en un nombre de pages limité. Donc ces écrivaines, il y avait Isabelle parmi eux, par exemple, Melika Moukadem, ont écrit des pages sur leur père, raconte son père. C'est une fille qui raconte son père, son vécu avec son père, comment elle le voit, etc. Et ça a donné un bouquin de 300 pages qui s'appelle simplement Mon père, qui a été publié, qui a eu un grand succès. C'était Idriss, vu le succès du livre, s'est dit pourquoi je ne demanderais pas cette fois-ci à des écrivains du pourtour méditerranéen de raconter leur mère. Et j'ai eu la chance d'être sollicité parmi les écrivains. J'en suis à la fois, comment dire, heureux et fier, où elle a demandé à parler de votre mère. Et j'ai dit peut-être oui trop vite, sans réfléchir, parce qu'au moment où je me suis installé sur la table au bout de quelques jours de réflexion, je me suis dit tiens, je vais écrire ce texte, parce qu'il y a un deadline, il faut bien le remettre à telle date précise. Quand j'ai commencé, je n'ai pas réussi à écrire une seule phrase. Je vous assure, pas un mot n'est sorti. Et vous imaginez pourquoi? Est-ce que vous pouvez imaginer pourquoi? Je commençais à réfléchir, je me suis dit, c'est pas possible, pourquoi je suis bloqué? Je subissais un blocage mais terrible. C'est après que j'ai compris, en fait. Je n'arrivais pas à écrire sur ma mère parce que je me suis arrivé que je ne connaissais pas ma mère. C'est terrible de dire ça, mais c'est la vérité. Pourquoi je ne connaissais pas ma mère? J'ai vécu avec elle pendant 25 ans. Après 25 ans, je suis parti faire ma vie et j'avais des rencontres épisodiques jusqu'à sa disparition. Mais pendant les 25 ans, de ma naissance jusqu'à 25 ans, j'ai vécu avec ma mère, j'ai vécu à côté de ma mère, j'étais peut-être même son préféré, mais je ne l'ai jamais regardé. Quand je dis regarder, c'est pas regarder comme je regarde, comme ça, c'est-à-dire je regarde. Non, non, regarder attentivement. C'est lire un visage. Comment étaient ses yeux? Comment étaient ses sourcils? Comment étaient ses lèvres? Comment étaient ses oreilles? Comment étaient ses pendentifs? Comment était son collier? Comment elle s'habillait? Comment elle se peignait? Comment était sa maharma? Comment? Et j'étais bloqué. J'ai demandé à ma famille de m'envoyer, j'avais pas de photos de ma mère chez moi, j'ai demandé à ma famille de m'envoyer des photos de ma mère. Ils m'ont envoyé quelques photos. Il y en a une parmi ces photos, quand je l'ai posée devant moi, en noir et blanc. Elle avait sa maharma autour de la tête comme ça. Il n'y avait pas des horreurs qu'on voit aujourd'hui dans la rue, les niqabs, les jilbabs et les machins. Ça n'existait pas à même époque. Donc elle avait juste à maharma sur la tête, avec ses pendentifs, son collier. Et là, j'ai posé la photo, noir et blanc. Elle était habillée d'une robe en carreaux. Je me suis souvenu que cette robe-là était avec des carreaux noirs et des carreaux rouges, en coton. J'ai commencé à regarder la photo et à ce moment-là, ça a déclenché. Et à ce moment-là, j'ai écrit sur ma mère. Et j'ai écrit, croyez-moi, avec les larmes qui étaient sur ma tête. Je pleurais en écrivant sur ma mère. D'ailleurs, depuis quand je lis des textes de la prière, je refuse de lire le texte de ma mère parce que je ne peux pas aller jusqu'à la fin parce que je pleure. Parce que j'ai quelque chose dans la gorge qui stoppe. Et vous savez pourquoi j'ai pleuré? Parce que parce que la première chose, je me suis dit, tu es passé à côté de ta mère. Puisque tu as été incapable d'écrire sur elle sans te référer à une photo. Mais la pire des choses, c'est qu'à la fin de ce texte, je lui dis, là où tu te trouves, peu importe, là où tu te trouves, sache que je t'ai toujours aimé et que je t'aime toujours. Et le plus terrible dans ça, c'est que je me dis, c'est incroyable qu'on ne puisse pas dans ce pays, à cause de la rjla, à cause d'une éducation tordue, à cause de choses bizarres, à cause d'un tas de trucs, on ne puisse pas dire de manière toute simple aux personnes qu'on aime, je t'aime. On dit à sa mère, je t'aime ma mère,
On dit à sa femme, je t'aime ma femme. On dit à sa maîtresse, je t'aime ma maîtresse. On dit à sa fille, je t'aime ma fille. On dit à toutes les personnes qu'on aime, y compris quand c'est un ami qu'on aime, on lui dit, je t'aime mon ami. Voilà, c'était ça. Et depuis, je dis, écrivez vos riens et n'omettez jamais, jamais de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, parce qu'une fois que vous n'êtes plus là, qu'ils ne sont plus là, il est trop tard. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc merci pour cet exposé qui est franchement très passionnant. Donc le débat est ouvert, la parole est à vous. Donc celui qui a une question à poser, une suggestion. Sinon, je parle comme ça, hein, tout le monde entend apparemment. Je vois un peu... voilà, monsieur, je te remercie très bien pour ce travail. Vous avez fait un travail magnifique pour une société.